Et l'idée, c'est de présenter un peu l'agentic engineering tel que moi, je le fais au quotidien. C'est un retour d'expérience, donc il y a sûrement plein de choses que vous faites différemment, mieux, moins bien, peu importe. Mais voilà, c'est un retour d'expérience, donc prenez-le comme tel. J'ai été obligé de faire des choix aussi, parce qu'en 15 minutes, il faut être concis. Et donc pourquoi agentic engineering? C'est un peu en d'opposition au vibe coding, où vraiment l'idée là c'est de le prendre en tant qu'ingénieur, senior développeur, comment j'utilise, en l'occurrence là ça va être avec Claude, même si c'est générique, comment je vais l'utiliser pour du coup avoir un résultat un peu prédictif et pas juste espérer que ça marche, voilà, avoir une approche un peu plus ingénieur quoi. Donc moi, comme on ne le voit pas, je m'appelle Rémi Théroux, je sors d'une expérience de 2 ans en tant que CTO et je me remets en freelance soit en tant que lead dev, CTO ou senior dev à partir du 1er mai. Donc voilà, si jamais vous entendez parler de mission, je peux vous accompagner dans la mise en place de workflow de qualité un peu dans votre équipe tech. Alors, le Big Bang, du coup, moi, il y a fin décembre, là, j'ai un peu vécu ce que pas mal de gens ont vécu, c'est le côté, le AA moment où, en fait, on se rend compte que le code, enfin, les agents peuvent coder vraiment presque en autonomie ou arrivent à générer du code de qualité. Et on a l'habitude pourtant d'avoir des évolutions technologiques fortes depuis, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis dans le dev. Et sauf que celle-là, par contre, je trouve qu'elle est vraiment très forte et les changements qui sont apportés sont vraiment très importants. Donc voilà, on a tous vécu un peu ce moment Big Bang où on a commencé à jouer avec l'IA, où on a vu qu'il pouvait générer des textes, nous faire des petites propositions LinkedIn. Donc ça rejoint un peu ce que disait Stéphane sur les différents degrés d'usage. On a vu que dans notre IDE, il pouvait nous aider à compléter les lignes de code. Donc on commençait à écrire, hop, il nous suggérait les 10 lignes. On disait, ah waouh, comment il sait, c'est magique, c'est beau quoi. Il y a eu une autre étape après où on pouvait dans l'IDE taper directement des prompts et éditer les fichiers directement avec les acceptations. On continuait quand même à lire du texte et lire le code qui était généré directement. Et on le validait étape par étape. Et du coup, là, ce que je vais décrire un peu, c'est qu'on a commencé après à avoir des agents autonomes où on lui dit « développe-moi cette feature ». Voilà, comment on fait pour que la feature qui soit développée soit bien. Mais il arrivait en autonomie à développer des features entières, quoi. Après, il y a d'autres usages, comme un peu décrit Stéphane, où il y a plusieurs agents, plusieurs features en autonomie, voire carrément des agents autonomes qui permettent de le faire. Mais là, ce que je vais décrire, c'est comment développer une feature en autonomie en gardant la qualité qu'on a l'habitude d'avoir, quoi. Donc, je mis context is king, sera le seul anglicisme que je vais utiliser. Le contexte, c'est la mémoire de la session en cours de l'IA. Donc, c'est ce qui lui permet à comprendre ce qui est demandé, en fait, tout simplement. C'est le contexte de la code base, voire d'autres choses, et la demande qui est faite, quoi. Donc, c'est vraiment sur cette base qu'il va générer le contenu. Donc, si le contexte est pas bon, trop compliqué ou quoi que ce soit, il va s'embrouiller. Donc, il faut vraiment apporter beaucoup d'importance au contexte, parce qu'en fait, il faut partir du principe que l'IA, elle est impressionnante, mais elle est débile, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'elle va inventer des choses si elle n'a pas l'info, plutôt que de dire ah, stop, je sais pas, elle va juste te dire c'est bon, c'est génial, regarde, ça marche, c'est super. Et elle va générer des trucs avec beaucoup d'aplomb. Mais elle ne comprend pas non plus ce qu'elle génère, c'est-à-dire que c'est probabiliste, donc elle va dire je te donne ça, et c'est la plus grande probabilité que ça soit ce que tu m'as demandé, mais elle ne comprend pas que quand elle génère du code, elle fait du DDD, qu'elle est en train de faire quelque chose qui va, un élément de code qui va être découplé dans autre chose. Elle le fait, mais elle ne le comprend pas. Donc il faut vraiment la guider jusqu'au bout, de A à Z, pour qu'elle puisse continuer à faire ça, quoi. Donc partir du principe qu'elle va pas réfléchir comme nous et qu'elle va pas avoir du recul sur les choses, c'est vraiment à nous de lui donner, quoi. Donc en ça, plus le contexte va être clair et précis et simple, plus la sortie de l'IA, elle va être en adéquation avec la demande qui a été faite, quoi. Il y aura moins d'hallucinations. Trop de contexte, on va diluer du coup, c'est un peu le corollaire, mais trop de contexte, on va diluer du coup l'importance de certains éléments si le contexte est trop gros, et dedans il y a forcément des éléments de la feature qui sont importants. Et l'idée c'est que ça soit pas
minimisé par rapport au reste. Donc il faut garder un contexte assez petit, quoi. Et il y a deux choses importantes, c'est comment l'IA adopte nos pratiques de qualité au quotidien et sur quoi l'IA va travailler. Donc c'est vraiment les deux choses quand on va développer une feature, c'est comment je dois la développer et qu'est-ce que je dois développer, quoi. Donc c'est un peu basique, hein, c'est dans l'idée de... Sur le comment, du coup, on le fait au quotidien. En gros, pour Claude, il y a vraiment deux choses. C'est le Claude MD, c'est là où on va lui dire comment est le projet, comment on fonctionne au quotidien. Et l'extension du Claude MD, c'est les rules qui sont dans un dossier à part. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir dedans toutes les informations, toutes les règles techniques qui régissent le projet. Par exemple, si on travaille en DDD, par exemple, si on veut travailler en CleanArchi, il faut lui expliquer. Ou là, par exemple, j'ai des exemples. Là, c'était sur un projet TypeScript. Ne jamais utiliser le type any. Je ne veux jamais que tu sois trop large. Il faut que tu aies un type précis. Voilà, c'est des règles qu'il faut mettre dans les rules. Et du coup, les rules, moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai un rules par typologie de catégories. En gros, back-end, front-end, ops, j'en ai que 3. Et l'idée, c'est de vraiment décrire toutes les règles qui vont régir l'application et d'itérer dessus, quoi. Donc, il y a une feature qui est générée, le code qui est généré, il y a un pattern dedans qui ne vous plaît pas. Il vous génère une entité avec un ID auto-incrément, avec un ID entier. Hop, vous lui mettez dans la règle, je veux que toutes les entités utilisent l'UID V7 et jamais d'entier auto-incrémental, quoi. Voilà, c'est des choses qui viennent s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance dans la découverte du projet par l'agent, quoi. Je vais aller vite sur les skills et les agents. J'ai pas le temps, en fait, c'est ce choix-là que j'ai fait sur 15 minutes, je peux pas rentrer dedans. Même sans ça, déjà, même sans les skills et les agents, même si c'est très très important et central, on peut déjà arriver à des choses très, très précises avec Claude. Donc voilà, c'est un choix, je le zappe. Le quoi, c'est vraiment le produit, du coup. C'est comment le produit doit être décrit. Donc j'ai passé du temps sur les spécifications, ça paraît logique, mais dans un monde de développement, tout le monde est déjà passé par des cas où, moi très récemment d'ailleurs, je pense, c'est pour ça que je l'ai mis, le produit n'est pas bien décrit. En fait, à partir du moment où les specs sont vagues, sont pas précises, il ne pourra de toute façon, avec ou sans IA, rien sortir de bon. Donc ce qui va se passer, c'est que si sans IA, les specs sont pas clairs, et donc du coup la feature livrée va pas être très précise ou va pas être ce qui est attendu, avec une IA, ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'on va en faire plus vite, et en fait on va juste accélérer la production de mauvais produits en fait, et de mauvaises fonctionnalités. Donc c'est important. Donc il faut passer plus de temps sur les specs, il faut encore en passer plus de temps, il faut vraiment être précis. Donc sur la partie feature. Et une chose que je fais maintenant et que je faisais pas avant, c'est je travaille par écrit les specs techniques dans le ticket. Donc du coup, avant je le faisais, je prenais le ticket, je regardais, ok, je commençais à faire un peu un schéma dans ma tête, des fois un schéma papier si c'était une grosse feature, mais là ce que je fais, c'est que je passe littéralement du temps avant de commencer pour me dire, ok, donc il va y avoir une entité, il va y avoir un événement, je veux que ça soit asynchrone, je veux que la persistance elle se fasse de cette façon, je veux que mes entités interagissent comme ça, ou je veux commencer à donner des orientations de naming aussi, des choses comme ça, et je vais le faire vraiment une section technique dans le ticket pour après pouvoir le donner à manger à l'IA, quoi. Et du coup, un premier conseil aussi au début, c'est de garder des features plutôt petites parce qu'on est toujours dans la même idée de grosse feature veut dire plus gros contexte à expliquer, donc plus de possibilités d'hallucination, et même en termes de spec, on sait très bien que plus le cahier des charges est grand, plus il est imprécis parce que du coup on ne peut pas préciser tous les détails, quoi. Donc avec des scopes assez petits, on a des meilleurs résultats aussi, quoi. Du coup, une fois qu'on a ça, on a un ticket avec le PRD qui est écrit et une idée d'implémentation technique, une overview de ce qu'on veut faire. Je fais le deuxième anglicisme, je me suis trompé du coup. L'idée, c'est qu'à l'exécution, on va utiliser Claude
et on va lui dire, soit on copie-colle le code, soit, on en parlera après, on utilise un MCP pour dire, va me développer tel ID de ticket que j'ai préparé. Et il faut toujours passer en mode plan. Donc en fait, Claude, il y a vraiment le mode edit où on lui dit quelque chose et il va éditer le code tout de suite sans demander quoi que ce soit. Il va dire, bah, j'ai fait ça. Il y a d'autres modes aussi, mais il y a le mode aussi plan qui est un mode lecture seul où il va dire, OK, tu veux faire ça, je te propose de le faire comme ça, quoi. Et donc il va créer un plan détaillé de je veux modifier, je veux créer telle classe, je veux implémenter dans tel repository telle requête SQL, etc., etc. Et donc du coup, il faut toujours passer par ça. Ça permet d'itérer dessus et de ne pas partir bille en tête en disant « Ah mais non, mais t'as pas compris ce que je voulais, en fait, je voudrais plus ça ». L'idée, c'est de toujours passer en mode plan. Et une fois que le plan, on est d'accord avec, là seulement, on le relie déjà forcément pour être d'accord ou pas et ajuster. Et à ce moment-là, une fois qu'on est d'accord avec le plan, on lui dit, il le fait de base maintenant, il dit « Est-ce que vous voulez implémenter ce plan-là ?» Et du coup, il vide son contexte et il repart sur l'implémentation concrète en mode edit, sur le plan qui est basé. Mais il oublie la réflexion qui a amené à ce plan, et c'est important, parce que si on lui laisse ça dans le contexte, probablement il peut avoir des hallucinations sur « Ah ouais, mais du coup, on avait échangé sur quelques éléments avant, il y avait des incertitudes. » Et bien, les incertitudes, elles sont toujours dans le contexte. Si on ne l'enlève pas, potentiellement, il peut le réutiliser pour en faire quelque chose parce qu'il n'a pas compris que c'était quelque chose qui avait été décidé et validé. Donc c'est important de revider le contexte une fois que le plan est en place et de repartir uniquement dessus là, quoi. Et une fois qu'on a une première implémentation, il y aura peut-être des ajustements, mais l'idée c'est de committer. On peut même lui demander de committer pour nous si on veut. Moi je le fais à la main, je garde toujours le degré de la granularité pour moi. Voilà, l'idée c'est de committer si on veut revenir. Maintenant, il y a une commande rewind aussi dans Git qui permet de revenir à un état initial dans la discussion. Donc ça doit faire un peu la même chose, mais c'est toujours bien d'avoir l'historique Git de toute façon de la réflexion qui a amené aux différents commits, enfin les différents historiques des commits, c'est toujours intéressant. La vérification, après, c'est classique, on peut utiliser, vous avez déjà dû le voir pas mal ça déjà, on peut créer une code review avec un autre agent, avec un agent qui, dans GitHub, permet de faire une review. L'idée, c'est de lui donner le même contexte, donc idéalement le contexte du ticket, quoi, pour qu'il puisse avoir ça, et le contexte technique, donc tout ce qui est Markdown, dont on parlait tout à l'heure, les CloudMD et les rules. Le mieux, j'ai pas un gros retour là-dessus, mais le mieux quand même, c'est d'utiliser un autre modèle pour la review que celui qui a généré le code. Ça permet d'éviter des problématiques identiques. Enfin, on a des retours différents. Et on peut après utiliser en local, si on a la commande GH GitHub, du coup, on peut lui dire va faire un plan de correction de cette PR-là. Donc il va récupérer tous les commentaires, il refait un plan, et puis on lui dit ça je veux bien, ça je veux bien. Et du coup on peut corriger tout ou partie de ce qui a été review, quoi. Donc ça permet d'automatiser aussi le côté vérification. Il y a quand même beaucoup d'étapes manuelles, hein, c'est pas full automatique. Voilà un peu comment j'y vais. Et pour aller un peu plus loin, il y a via les skills et les commandes, on peut forcer des workflows de plans. Je vous conseille d'aller voir Superpowers, c'est dans la marketplace Cloud, on peut installer un plugin, il s'appelle comme ça, qui va installer des skills et d'autres éléments qui permet de forcer le mode plan dont on a parlé dans un workflow particulier où il va poser plus de questions ou des choses comme ça. Typiquement, avant-hier, il m'a proposé, carrément dans les questions qu'il m'a posées, il m'a dit j'envisage telle implémentation front-end, j'ai up un serveur, clique sur le lien en local, et va me dire dans les deux propositions celle que tu préfères. Tu cliques et du coup ça permet de voir les composants, différents types de composants. Et il te demande carrément si tu veux du coup implémenter telle orientation, c'est assez fou. Il y a les tools dans Claude, du coup c'est soit il y a les MCP, qui est le protocole standard pour appeler les API, ou en mode CLI quand lui il va utiliser en local. Il y a par exemple le MCP Notion qui permet d'aller récupérer le ticket, d'aller modifier un ticket à distance, d'aller faire des choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Il y a des MCP sur Datadog ou Sentry où tu peux lui dire je comprends pas, en pré-prod j'ai tel problème, va m'analyser les logs, il va chercher les logs et puis d'autres choses. Par exemple, moi j'ai découvert un outil qui s'appelle Coolify, qui en gros permet sur un VPS de l'installer et en gros de transformer un VPS en plateforme as a service.
où on peut lancer carrément des serveurs managés de databases, de RabbitMQ, des brokers, tout ce qu'on veut, des apps Docker. Et du coup, j'ai absolument rien configuré moi-même. Je lui ai dit, bah, je voudrais tel élément, tel élément. Et du coup, il y a un serveur proxy dessus sur Coolify qui vient envoyer vers tous les services. Et du coup, voilà, on sait très bien le temps qu'on passe à configurer pour rajouter les labels, les machins, la conf, pourquoi ça marche pas. J'ai rien fait, j'ai tout fait via Claude et voilà, il m'a tout diagnostiqué. C'est assez fou le temps qu'il m'a fait gagner. Donc là-dessus, ouais, c'est des temps de gagner géniaux, quoi. La suite, ouais, plusieurs agents Claude en parallèle. Moi, j'en fais 2 features en parallèle. Au-delà de 2, je commence à avoir le cerveau qui fume. Et il y a beaucoup de pertes de contexte, beaucoup de switch qui font que, pour moi, on peut en faire encore plus. Hein, mais moi, j'ai besoin de garder encore sur des choses qui partent en prod, garder quand même un visu sur ce qui est généré. Et du coup, en ça, on peut en faire 2, 3, ça m'arrive, mais rarement plus pour moi. Là, l'étape d'après, donc comme parlait Stéphane, c'est les agents autonomes où il y a des choses où on peut carrément aller lui dire va me chercher. Enfin, j'en parle après, je crois d'ailleurs sur des réflexions, mais on peut carrément aller lui dire tous les soirs, tu viens analyser les logs et tu me prépares un récap des bugs potentiels que tu as détectés en prod, ou va récupérer tous les soirs tous les bugs de traduction ou les bugs qui ont été tagués mineurs. Et tu me prépares des MR sans les merger pour demain, et j'ai juste à vérifier. Ça, c'est des choses qui sont déjà en cours, que des gens font. Moi, que je commence à faire aussi, quoi. Donc, c'est le présent, quoi. Et ça fait vraiment gagner du temps. Et il me reste 2 minutes, parce que ça me fera 20. Quelques réflexions. En gros, ça a tout changé. C'est vraiment, j'ai le côté Big Bang comme tout le monde, hein, mais en fait, ça a tout changé et ça a à la fois rien changé parce que moi, je bosse en DDD, en Clean Archi, en CQRS. C'est des bonnes pratiques d'isolation de code métier. Et en fait, je me rends compte que ces bonnes pratiques d'archi-là sont des bonnes pratiques avec l'IA aussi. Parce que du coup, quand on travaille en use case, qu'on sépare bien les différentes, pas compétences, mais les différents rôles des éléments, bah, l'IA s'y retrouve mieux, elle hallucine moins. Et quand je crée ou quand je modifie une feature, jamais ça me vient péter une autre feature. Alors j'ai des tests unitaires sur ces features, mais quand même, j'ai pas de régression au quotidien sur de la prod, parce qu'il arrive à bien cibler et que c'est bien cadré, quoi. Donc les bonnes pratiques de code n'ont pas changé, et en ça, c'est rassurant. Après, comment les juniors vont les découvrir, je ne sais pas. Ça sera une autre question. Et que j'ai mis un peu le produit, un peu le nouveau bottleneck. Du coup, on peut produire vite. Mais à la fois, si on produit vite des choses qui n'ont pas de sens ou pas d'intérêt, c'est toujours le problème. Et voilà, du coup, il y a quand même des équipes j'ai entendu ça passer, il y a des équipes qui changent le ratio, qui commencent à tester des ratios PM-Dev plus importants, quoi. Ou alors de faire monter ce que devraient être tous les devs, c'est-à-dire monter en compétence sur le produit et les devs. Pour moi, c'est le plus efficace. C'est encore plus efficace parce que voilà, en termes de communication, c'est mieux si les devs s'y intéressent. Et j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec quelqu'un. J'ai vu ça passer et je commence à le ressentir moi, c'est que ça va tellement vite ce qu'on produit qu'il y a un enjeu quand même de dette, pas de dette technique, mais parce que c'est propre et ça marche, mais de dette de compréhension de la stack technique, quoi. C'est-à-dire que ça génère tellement de code au quotidien que même en regardant, en faisant attention, parfois je suis obligé de revenir, je dis ah ouais, ok, d'accord, j'ai besoin de revoir comment il a généré ces éléments-là et de m'en imprégner parce que j'ai pas tout lu finalement, même en essayant de faire attention. Et du coup, il y a tellement de code qui arrive que l'idée c'est qu'on perde un peu la compréhension de tout ça. Donc c'est un risque à terme, mais que je commence à ressentir aussi moi. Voilà, merci. J'ai fait 20 minutes. Et du coup, je vous ai remis un peu là sur allez tester Superpower s'il y a vraiment d'autres plugins qui sont plus lourds et que j'ai moins bien aimé moi. Et il faut essayer de le comprendre, mais il y a des choses qui sont encore un peu magiques dans l'outil qui sont difficiles. Et il y a un blog aussi où j'ai lu pas mal de choses intéressantes. Mais je partagerai les slides si vous voulez. Je sais pas si on a le temps pour des questions. Comment ? On a le temps pour quelques questions. Quelques questions. Je reste. Est-ce que tu as essayé sur une base de code existante ?
Là, je suis sur une base from scratch, mais celle sur laquelle je bossais récemment en tant que CTO, elle avait déjà 3-4 ans, mais je l'ai faite déjà clean, quoi, en mode clean architecture et tout. Donc, de base, on l'a maintenue clean. Elle avait déjà 4 ans, mais voire même plus. Et du coup, sauf que voilà, c'est dans le temps, moi, je l'ai gardé propre. Après, sur une reprise de Legacy, je crois que c'est le speech d'après d'ailleurs. Non, j'ai pas. Là, si j'avais dû le faire sur le Legacy, justement, qu'on a repris, la code base dont je parlais, on a refait un Legacy de 15 ans, sans objet, sans rien, sans composer, sans gestion de dépendance. C'est impossible que l'IA, elle casse pas tout là-dedans, c'est sûr. Et ça peut pas marcher dans un. Et en ça, les codes, enfin les bonnes pratiques sont encore plus importantes, je trouve, sont fondamentales même. Isolation du code métier, use case, tout ça, c'est. Voilà. Pour qu'il applique tes bonnes pratiques, tu lui as juste dit tu fais des DD, CQRS, TCA ou tu lui as donné plus de matière? Bah, faut en dire un peu plus, quoi, mais en CQRS, tu dis bah, les commandes. Enfin, après, il sait ce que c'est le commande CQRS, par exemple, il va dire l'écriture, la lecture, il sait où le mettre, j'ai pas besoin de lui dire. Il peut le répéter, mais. Après, tu vas lui dire mes commandes, ça marche comme ça, j'ai des handlers, ça fonctionne comme ça avec mon framework. Je veux pas que tu utilises cette technique-là pour mes handlers, je veux que tu utilises celle-là. Globalement, il ne faut pas en dire trop parce qu'il y a plein de choses qu'il découvre par lui-même et ce qui remonte, c'est que vaut mieux pas trop le polluer parce qu'il arrive à découvrir tout ce qui est lecture de fichiers. Il va être plus efficace s'il va aller chercher lui-même que si tu lui dis des fois. Par exemple, l'arborescence de fichiers, il ne faut surtout pas le remettre. Ça sert à rien, ça va pas être à jour, ça va amener de la friction. Mais des DD, non, ça va être les entités. Tu dis, je veux pas des entités anémiques. Des fois, je lui disais, je veux du DDD, mais il me générait des entités avec des get-set partout. Non, je lui dis, je veux pas de modification d'entités autrement que par des fonctions que je vais moi-même, des fonctions de mutabilité que je vais moi-même implémenter. Et donc, du coup, en fait, s'il se trompe, je vais rajouter la règle, et à la fois d'après, il le fait pas. Et comme ça vient s'enrichir, c'est vraiment un travail de long terme, quoi. Est-ce que tu peux lui-même, tu lui demandes d'enrichir lui-même ses propres règles, les rules, les fichiers rules Oui, tu peux écrire tes skills avec c'est Inception, quoi. Par exemple, Alors l'auto-amélioration et l'historique, c'est un peu ça que tu dis, non ça, comment il gère ça, parce que moi je suis pas sûr que, tu sais que je corrige, mais je suis pas sûr qu'ils prennent bien en compte ça. Les rules et le GlodeMD, ils sont chargés systématiquement dans toutes les sessions, quoi. Ça c'est. Ah non, si tu le. Non, là, c'est à toi de. Ouais. Mais même, je le fais à la main plutôt. Là. Au début, je balançais, mais même à l'initialisation, pour ce qu'il en met trop, faut commencer petit et en fait, c'est mieux même de le faire à la main, quoi. Il y en a qui ont créé des agents un peu en mode Kaizen. Tu parlais de lancer des routines et qui prennent genre toutes les PR, qui regardent les trucs. Voilà, ça, j'ai pas testé, ouais. Oui, je sais plus comment ils ont testé des règles automatiques où il apprend des erreurs et ouais, ça j'ai pas. Tu peux aussi forcer par tes rules, mais tu peux aussi forcer par des linters ou des choses comme ça, par exemple. Oui, alors je l'ai mis, non mais je suis allé vite donc j'ai pas. Mais dans une des règles, j'ai tourne boucle jusqu'à ce que là c'est bun là du coup que j'utilise. Mes outils de qualité, le linter, mes tests unitaires, en PHP ça serait PHP stan, mais là c'est le build. En fait, tant que ça passe pas ça, tu t'arrêtes pas, quoi. Donc oui, ça c'est dans les règles par exemple. Voilà. Oui. Il y en a. Moi je voulais, dans ce que tu décris, il faut être explicite en fait, donner maximum de contexte. Est-ce que tu fais le parallèle avec, en tant que CTO ou tech lead, avec quand tu grossis avec des équipes, voire avec des juniors, où on devait de toute façon faire la même chose d'une certaine manière, Ouais. capable de donner des feedbacks. Donc... Ouais. C'est. En fait, c'est la même chose qu'il faut accélérer, il y a plus écrit qu'avant. L'IA comprend plus vite qu'un junior, par contre. Non, je rigole. J'ai eu un alternant récemment, c'est pour ça que je suis traumatisé. Non, je rigole. Oui, non, c'est le même principe, quoi. Mais oui, c'est le même principe sans l'humain, quoi. Donc, mais c'est un peu les mêmes. C'est l'apprentissage, quoi.
tu parlais de la dette de compréhension, avec le fait qu'il y a tellement de code généré que ça devient compliqué de comprendre ce qui se passe dessous. Et je voulais te demander, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des parallèles avec l'histoire de l'informatique et avec l'arrivée des compilateurs, où maintenant, j'ai vu ça, on regarde le code machine généré. Et est-ce qu'à terme, en fait, on n'en pas un modèle où on fera le stack, on construit le stack, et en fait, on regardera plus ce qu'il y a dessous. C'est déjà un peu le cas, un macro-langage d'architecture, quoi, un truc comme ça. Oui, je pense, ouais. Parce que moi, déjà, je sais que je fonctionnerai. Si demain on me propose une mission, on me dit on n'utilise pas l'IA et non, on peut pas faire du CQRS, je dirais merci, au revoir, mais je pense que tu te trompes, quoi. Et du coup, oui, moi, c'est déjà le stack de base que même avant l'IA, je pense que c'était, en le maîtrisant, c'est ce qu'il y a de mieux de toute façon. À moins que vraiment ça soit un micro to-do list à faire, mais du coup là c'est encore plus vrai là. Et du coup oui, ça tend vers des architectures standards, de les comprendre et de dire peu importe comment c'est géré derrière, que pour la micro-optime tu vas faire le code toi-même, quoi. C'est pas impossible. Ouais. Merci.